Malheureusement, pendant la phase d'écriture, Belushi meurt. Le premier scénario de Ghostbusters n'est pas exactement l'histoire qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'équipe n'a aucune certitude que le mec sera vraiment présent tel jour à telle heure sur le plateau. Le film est tourné sans d'autres effets spéciaux tels que les livres qui volent ou les tiroirs qui s'ouvrent sont faits. 24 sur 2, troisième. Ghostbusters fait partie de ces films qui ont bien failli ne jamais voir le jour. Et pour cause, la production du film est une course perpétuelle contre la montre, agrémentée de quelques obstacles. Êtes-vous prêts pour cette histoire à 100 à l'heure? Accrochez-vous. L'idée du film ne nous vient pas d'un scénariste, ni d'un réalisateur ingénieux, mais d'un acteur, et pas n'importe lequel puisqu'il fait partie du film. Le scénario a été écrit par Dan Aykroyd, un fan invétéré du surnaturel, et ce de génération en génération, puisque son grand-père voulait créer une radio technologique qui permettait de contacter l'au-delà, et son père écrivait des histoires sur le surnaturel. Alors que Dan est très connu pour son rôle des Blue Brothers avec son acolyte de toujours John Belushi, il se met à l'écriture du scénario. L'idée étant que les deux personnages principaux leur reviennent à John et à lui. Malheureusement, pendant la phase d'écriture, Belushi meurt d'une overdose, qui est un coup extrêmement dur à essuyer pour Dan. Malgré tout, Dan finit quand même le scénario. Il lui faudra trouver un remplaçant pour le rôle de John, et il proposera celui-ci à Eddie Murphy qu'il aime beaucoup pour son talent dans la comédie. Il se tourne ensuite vers Bill Murray qui s'engage d'un accord tacite. Le premier scénario de Ghostbusters n'est pas exactement l'histoire qu'on lui connaît aujourd'hui. Le premier scénario, l'originel, parlait de 3 chasseurs de fantômes, jusqu'ici tout va bien, à travers l'espace et le temps, et tout ça dans le futur. En somme, un mélange entre Ghostbusters et Retour vers le futur. Une fois son scénario terminé, il le donne à son agent Michael Ovitz et lui propose de l'aider à trouver une boîte de production intéressée. Michael apprend que Ivan Reitman est à la recherche de nouveaux projets. C'est un réalisateur qui vient de terminer le film The Blues et qui surfe sur un succès fulgurant à ce niveau-là. Film qui a été produit par Columbia. Ivan prend le temps de lire le scénario de Dan, mais le délire spatio-temporel, c'est pas trop son truc. Et puis en plus, il trouve que c'est trop compliqué à mettre en scène. Au cours d'un déjeuner entre Dan et Ivan donnera des conseils qui seront des clés primordiales au succès du film. Premièrement, il lui fait changer cette idée de spatio-temporel. Il lui explique que clairement, faire voyager des chasseurs de fantômes de planète en planète, ça craint. Deuxièmement, il lui conseille vivement d'engager Harold Ramis à bosser avec lui sur le projet. Premièrement, il peut l'aider à la réécriture du scénario, mais en plus, il a déjà travaillé avec Bill Murray. Et donc, c'est tout bénef pour lui. Les voilà déjà en route vers chez Harold, à qui il faudra à peine 20 minutes de discussion pour accepter le projet. Harold confirme, le spatio-temporel, c'est pas ouf. Il propose de maintenir le décor dans un endroit un peu plus commun, New York. Bon, c'est super tout ça. Ils ont des acteurs, un réalisateur et un scénario mieux ficelé. Mais ils n'ont pas de société de production. C'est alors que Ovitz, l'agent donc, a frappé à la porte de Columbia. J'ai un super acteur qui a écrit un scénario du tonnerre et j'ai un réalisateur qui vous a fait gagner plein de thunes qui est ok pour le réaliser et j'ai Bill Murray et Harold Ramis qui sont ok pour bosser dessus. Vous en êtes ou... Columbia était la cible parfaite puisqu'ils avaient déjà travaillé avec Ivan Reitman et Bill Murray et que donc du coup la confiance était déjà installée. À cette époque, c'est Frank Pritz qui tient les rênes de Columbia. Il écoute la proposition alléchante et demande à Ivan de combien il pense avoir besoin. Oh, 25 millions. Ok, tu les as. Super. Mais t'as dit moi. Dis-moi. Dis-moi, c'est-à-dire pour faire le film et prêt à diffuser? Ouais. Frank Pritz veut bien les aider, mais à la seule et unique condition que le film soit prêt début juillet, période propice aux blockbusters. Inutile de vous dire que ce petit coup de chaud a mis la machine rapidement en route. Et oui, 10 mois c'est pas énorme, surtout quand on a encore des castings à passer, des décors à trouver, des effets spéciaux à monter, et qu'on n'a pas de temps. Afin de ne pas perdre de temps, Reitman tournait la journée jusqu'à environ 1h du matin et puis il envoyait toutes les images au montage et travaillait avec eux une partie de la nuit. Et ce pendant des mois. Et qui dit très peu de temps, dit très peu de temps.
à tel point que l'équipe n'a pas pu se payer le luxe de faire plusieurs prises par scène. Et par exemple, la majorité des scènes avec les fantômes ou les monstres n'ont été faites qu'en une seule prise. Et comme un problème n'arrive jamais seul, eh bien le second n'a pas tardé à arriver. À cette époque-là, Columbia appartient à Coca-Cola. Et Coca-Cola, ils ne sont pas chauds du tout de faire un film à 25 millions de dollars pour une comédie. À l'époque, les comédies ne coûtaient jamais autant d'argent. Sur le surnaturel en plus de ça, et en seulement 10 mois. Un pari complètement malade. Coca-Cola est donc complètement contre et met son veto pour la production du film. Qu'est-ce qu'on fait alors? On arrête? On continue? Qu'est-ce qui se passe? Le film est en danger quelque part. Le producteur décide de continuer malgré le désaccord de Coca-Cola et donc il ordonne à l'équipe de continuer tandis que lui négocie avec Coca pour que tout se passe bien. Je vous le rappelle, on n'a que 10 mois pour faire le tournage et ils n'ont pas une seule heure à perdre à des négociations. Les mois passent et Frank et Coca n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une décision. Pour finir, Frank finira par quitter les bureaux de Columbia et partira travailler chez Universal. À l'image de la production depuis le départ, malgré les obstacles, le film ne s'arrête pas de travailler. Donc il y a une équipe qui s'occupe du tournage, une équipe qui s'occupe du montage et une équipe qui s'occupe des effets spéciaux. Enfin non, il n'y a pas d'équipe qui s'occupe des effets spéciaux puisqu'au moment où ils en ont besoin, eh bien tout le monde est occupé à travailler sur d'autres projets à Hollywood. Il n'y a donc personne pour Ghostbusters. Mais comme le film est fait de plein de miracles, la chance leur sourit une fois de plus. Richard Edlund, qui est un célèbre technicien des effets spéciaux, vient de se brouiller avec son agence et a donc décidé de s'en aller. Il monte sa propre agence à lui avec quelques collègues qui l'ont suivi. Edlund opened his own visual effects company, Boss Film Studios, and found himself right back in the ghost business. La chance de nouveau pour Ghostbusters, c'est que comme ils viennent d'ouvrir, ils n'ont pas encore de projet. Et donc ils sont tout à fait d'accord de se lancer dans Ghostbusters. Pardon? Vous pensez que les problèmes étaient terminés? Non. En général, il n'est pas rare que le titre d'un film ne soit pas définitif et qu'il change à plusieurs reprises au cours d'un tournage. Sauf qu'ici, eh bien, le titre du film, c'est le titre du travail de ces chasseurs de fantômes. Et donc du coup, c'est un titre qui apparaît à plusieurs reprises dans le film. Il est donc important de le connaître. Dan hésitait entre Ghostbusters et Ghost Smashers. De nouveaux petits soucis, Ghostbusters était déjà pris puisque c'était le titre d'un dessin animé dans les années 70 dont les droits appartenaient à une autre société de production. Encore une fois, l'équipe n'avait pas le temps de tergiverser sur des négociations entre deux boîtes de production et a continué à filmer alors qu'ils n'avaient pas encore les droits. Ce qui fait que par conséquent, ils ont été obligés de filmer toutes les scènes qui comportaient le nom du film deux fois. Une fois avec Ghostbusters et une fois avec Ghost Smashers. Oui mais donc, comment ils ont fait pour obtenir les droits? Vous allez me dire. Et c'est légitime. Eh bien, j'ai oublié de vous dire un petit détail crucial. C'est-à-dire que la boîte de production qui était en négociation s'appelait Universal. Oui, la même boîte de production dans laquelle Frank Priest a été travaillé pendant les négociations. Et donc, quand il a été chez eux, eh bien, il leur a vendu les droits sans le moindre problème. Vous l'avez compris, le casting n'a pas été très compliqué puisque les rôles étaient attribués alors même que le scénario n'était pas complètement écrit. Néanmoins, ils trouvaient quand même qu'il leur manquait un œil extérieur à toute cette histoire. C'est alors qu'ils décident d'engager un quatrième chasseur de fantômes qui sera un peu l'œil du téléspectateur. Puisque grâce à lui, ils vont apprendre comment fonctionne le travail de chasseur de fantômes. Alors qu'ils avaient déjà demandé à Eddie Murphy s'il était intéressé par le rôle de John Belushi à la base, ils ont fini par lui proposer ce rôle-là également. Mais Eddie Murphy a cordialement décliné l'offre puisqu'il était déjà occupé sur le flic de Beverly Hills. Celui-ci a finalement été donné à Ernie Hudson. Pour le rôle de Dana Barrett, c'est Sigourney Weaver elle-même qui s'est portée candidate pour le rôle puisqu'elle avait adoré le scénario. C'est d'ailleurs pendant son casting qu'elle a proposé que son rôle soit possédé à un moment donné. L'équipe a sauté sur l'occasion puisque selon eux c'était le petit rebond qui manquait au film. Nous sommes en 1984, à l'époque du pré-numérique, et nous ne connaissons pas encore les effets spéciaux d'aujourd'hui. Le film est tourné sans les fantômes, et ceux-ci sont rajoutés par après en superposition. Par exemple, cette scène fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Le parterre de voitures est en réalité une maquette miniature traversée par un homme dans un costume de marshmallow. La bande du film est ensuite superposée sur un fond de Central Park, et on ajoute encore par-dessus nos 4 Ghostbusters sur
un fond bleu. Oui, parce que le fond bleu, c'est la même chose que le fond vert. Le personnage de Slimer est également une poupée qui a été taillée, sculptée dans la mousse et qui est guidée par un marionnettiste. La bibliothécaire fantôme est un animatronique conçu spécialement pour voler et arracher ses vêtements. D'autres effets spéciaux tels que les livres qui volent ou les tiroirs qui s'ouvrent sont faits manuellement. Les livres sont par exemple suspendus par des câbles, tandis qu'un technicien se cache derrière le décor pour ouvrir les tiroirs. Sa traditionnelle façon de clore un engagement uniquement verbalement. C'est-à-dire que l'équipe n'a aucune certitude que le mec sera vraiment présent tel jour à telle heure sur le plateau. Non. Et les semaines qui ont précédé le premier jour de tournage, eh bien il était injoignable. Ce n'est qu'à leur grande surprise que le jour J, à 8h du matin, ils l'ont découvert sur le plateau prêt à tourner. Ghostbusters a tapé fort pour la promotion de son film. Dan et Harold faisaient la promotion sur les plateaux télé et donnaient un numéro de téléphone que les fans pouvaient appeler. Lorsqu'ils l'appelaient, ils tombaient sur un message préenregistré. Hi, this is Dan Aykroyd. This is Bill Murray. You've reached the office of Ghostbusters. Unfortunately, we can't speak as you know. We're on a call. We've got a very difficult assignment. There's a possible infestation backstage at the show Le Femme de Paris at the Rivoli Theater at Times Square. We're bringing all our equipment into the girls' dressing room now. Well, why don't you go see the Ghostbusters movie? We'll be back in this week, what, like Tuesday, Wednesday? I guess so. It depends on the girls' schedule. Eh bien ce numéro a été appelé non-stop pendant un mois et demi. L'auteur de la bande originale a eu énormément de mal à trouver les paroles qui iraient avec la mélodie. Et c'est à 4h du matin, quand il a regardé encore une fois la pub de Ghostbusters qui apparaît dans le film, que l'idée lui est venue. Yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters! Who are you gonna call? Ghostbusters. C'est cette scène-là qui a été la décision ultime pour le titre de Ghostbusters. 400 figurants, tous ensemble, en symbiose, qui crient. Le producteur associé présent sur le plateau a pris son téléphone, a appelé le producteur tout court et lui a dit « Mec, tu te débrouilles comme tu veux, mais il nous faut ce titre ». C'est d'ailleurs cette scène-là qui fut la dernière scène qui a été tournée avec deux noms différents. Le visage du monstre Slime a été fait à l'effigie de l'acteur John Belushi, en sa mémoire et surtout pour qu'il puisse apparaître dans le film malgré tout. C'est ici qu'on se quitte, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras passé un bon moment et on passe tout de suite au prochain duel. Cette semaine, le duel a lieu entre Titanic et Into the Wild. Comme d'habitude, j'attends ton vote dans les commentaires, c'est uniquement là que le sondage a lieu.